Le monde n'a sans doute jamais connu pareille tension depuis la fin de la guerre froide. L'invasion russe de l'Ukraine qui continue depuis presque 4 ans, l'arrestation du président vénézuélien début janvier et les velléités expansionnistes de Donald Trump sur le Groenland. Dans cette crise majeure, quel rôle pour l'Europe? Quelle diplomatie européenne? Notre invité aujourd'hui sur Euradio est docteur en sciences politiques, membre du groupement de recherche Eurolab, et sa thèse, présentée en 2025, porte justement sur cette diplomatie européenne et ses acteurs. Bonjour Florian Brunner. Bonjour. Alors votre thèse s'intitule « Des chefs de diplomatie sans État, les hauts représentants de l'Union européenne et les paradoxes du pouvoir interdépendant » entre parenthèses 1995-2024. On va parler de cette période, mais d'abord vous êtes aussi intéressé à l'histoire plus ancienne de la diplomatie européenne. Et quel était rapidement à l'origine le projet des pères fondateurs de l'Europe sur cet aspect ? Le projet des pères fondateurs, de ce qu'on appelle les pères fondateurs, c'est particulièrement intéressant parce que justement, en priorité, dans le cadre de la construction européenne, il n'était pas essentiellement diplomatique. Ça a même été axé en premier lieu sur la défense, parce qu'il y a des aspects qu'on connaît sur la CECA, sur donc l'aspect le charbon et l'acier, plutôt des données économiques, entre guillemets. C'est ça, voilà, tout à fait, les données économiques. Donc tout ça, on l'a bien intégré, mais il y a eu aussi ce projet de Communauté européenne de défense, de CED, au début des années 50. Et dans le cadre de ce projet, c'était clairement de constituer, c'est un terme qui revient un peu à la mode en ce moment, mais c'était de constituer une armée européenne. C'était ça le projet. Une armée européenne avec une structure dans le cadre de la construction européenne, qui serait là pour l'encadrer. Et c'est à cette époque déjà qu'on parlait d'une sorte de ministre de la Défense au niveau européen, ou alors d'un haut-commissaire. Mais c'était un peu le terme qui était en vogue lors des prémices de ce projet de communauté européenne de défense, projet qui a été pensé par Jean Monnet, par Robert Schuman, mis sur la table aussi par René Pleven, abordé par Winston Churchill. Bref, donc c'était effectivement cette notion de défense, en réalité, qui était présente en premier lieu, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais pas tellement la diplomatie. Pas tellement. À ce niveau-là. La priorité, c'était de créer une harmonie, disons, politique et institutionnelle entre les démocraties européennes pour leur permettre finalement de faire face à une conflictualité assez forte entre l'URSS et les États-Unis. Et bien sûr, de rester sous une forme de protection militaire américaine, puisque le projet de l'OTAN aussi émerge à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs un paradoxe de ce projet de communauté européenne de défense, paradoxe qu'on n'a pas fini d'affronter. Ce paradoxe, c'est tout simplement que cette armée européenne, si elle était constituée, sous quel commandement elle serait. Et effectivement, à l'époque où finalement le projet de communauté européenne de défense va échouer, l'OTAN se structure, et donc ce qui apparaît, c'est qu'en réalité, cette force militaire donc propre à la construction européenne serait en réalité positionnée sous l'autorité d'un commandement américain. Et donc là, effectivement, est-ce qu'on parle encore d'une politique européenne de défense ou finalement, est-ce qu'on est dans une sorte de doublon qui, en réalité, rejoint finalement l'OTAN et se positionne sous un commandement américain. Et là, voilà, pour des États comme la France, à cette époque-là, c'était effectivement assez difficile à accepter. Donc le projet de CED est abandonné, puis il y a eu le traité de Rome en 1957, et jusqu'au traité de Maastricht en 1992. Qu'est-ce qui se passe pour cette idée de diplomatie européenne ? Alors, cette diplomatie européenne, elle est embryonnaire. Finalement, elle se met en place avec des dispositifs qui sont assez minimaux. Et en réalité, ce qui va vraiment relancer la machine de la diplomatie de l'Union européenne, au-delà de ses bases, c'est l'instauration de la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, qui va être enclenchée par le traité de Maastricht. La PESC qui est notamment élaborée portée en tout cas par la France et l'Allemagne, par François Mitterrand et Helmut Kohl. Et c'est intéressant de parler de François Mitterrand en ce moment, puisqu'on y revient dans l'actualité. Mais justement, pour les 30 ans de sa mort, effectivement. Tout à fait. Et ce qui est intéressant avec François Mitterrand, c'est qu'il porte
ce projet d'une politique étrangère et de sécurité commune, parce qu'aussi il voit déjà les menaces qui peuvent apparaître au niveau de l'Europe centrale et orientale, au niveau de l'Europe de l'Est. Il parle déjà du risque de guerre. Et donc ça, François Mitterrand l'a complètement intégré. Et c'est très intéressant de voir qu'en réalité, aujourd'hui, la PESC, vous avez parlé dans votre introduction de la guerre en Ukraine, la PESC se déploie aujourd'hui essentiellement justement sur ce flanc central et oriental. Alors pour vous, c'est ce que vous dites dans votre thèse, hein, un des moments importants en tout cas pour la diplomatie européenne, c'est le mandat de Javier Solana comme haut représentant de la PESC, poste créé, celui de haut représentant en 1999 par le traité d'Amsterdam. Qu'est-ce qu'il a changé très concrètement, Javier Solana, qui était auparavant à l'OTAN, qui était ministre aussi sous plusieurs gouvernements en Espagne? C'est vrai. C'est vrai. Javier Solana a notamment été ministre des Affaires étrangères espagnol et effectivement, il a été secrétaire général de l'OTAN. Et lorsque finalement le président français Jacques Chirac entre en fonction en 1995, il porte cette idée de donner à l'Union européenne une voix et un visage. Et on arrive effectivement à ce traité d'Amsterdam que vous avez cité, qui instaure la fonction de haut représentant pour la PESC. Et dans ce cadre-là, c'est le nom de Javier Solana, qui donc à l'époque est secrétaire général de l'OTAN, qui est retenu. Et Javier Solana entre en fonction avec finalement un certain prestige, une certaine autorité que n'auront pas d'ailleurs ses successeurs en abordant la même fonction de haut représentant. Et donc effectivement, Javier Solana est une figure forte, il devient haut représentant pour la PESC et également secrétaire général pour le Conseil de l'Union européenne. Il a ces deux fonctions. Ça va changer après le traité de Lisbonne. Et en réalité, Javier Solana va occuper cette fonction de représentant pour la PESC pendant 10 ans, de 1999 à 2009. Qu'est-ce qu'il va apporter très concrètement pour la diplomatie européenne à ce moment-là, sur cette longue période de mandat finalement ? Et donc finalement, comme c'est une structure qui s'invente, qui se crée, qui se pose, le rôle de Javier Solana, c'est déjà de lui conférer de l'autorité, c'est finalement aussi d'inscrire son rôle dans une dimension opérationnelle. Et donc ce que va faire Javier Solana, c'est déjà apporter une certaine maîtrise de la diplomatie qu'il a déjà, ce qui ne sera pas forcément le cas de tous ses successeurs, notamment de Catherine Ashton. Et Javier Solana va finalement parvenir déjà à constituer son équipe, à constituer cette espèce d'écosystème de la politique étrangère et de sécurité commune, avec tous ces diplomates qui vont se rassembler autour de lui. Il va ensuite forger ce qui est la stratégie européenne de sécurité, donc le premier texte doctrinal de la PESC. La plume sera confiée au diplomate britannique Robert Cooper. Et puis Javier Solana va aussi entrer en action sur la scène internationale, notamment dans le dossier du nucléaire iranien, et il va réussir aussi à se démarquer sur ce terrain. Et en réalité, ce qui se pose comme enjeu, véritablement pour qu'il ait un rôle, et ça ne va jamais s'arrêter finalement, c'est l'unité des États membres. Et on voit par exemple que le travail qu'il a fait sur la stratégie européenne de sécurité est absolument fondamental dans le cadre de cette unité. Mais alors pourquoi, malgré tout, dans les grandes crises qui ont traversé le début du XXIe siècle, on pense à la guerre en Irak par exemple, l'Europe a eu du mal à se faire entendre d'un point de vue diplomatique ? Oui, justement, ça c'est très intéressant parce qu'en réalité, ça nous renvoie à ce que j'exprimais sur l'unité des États membres. La guerre en Irak, c'est un très bon exemple où il n'y a pas d'unité des États membres. Il y a des États qui sont divisés. On pense au Royaume-Uni qui se range derrière les États-Unis, à l'Italie qui fait de même, à l'Espagne de même, aux États d'Europe centrale et orientale qui vont rejoindre l'Union européenne en 2004 et qui déjà se positionnent en 2003 en faveur de l'intervention militaire américaine en Irak. Et on pense à la France, à l'Allemagne et à la Belgique, alignés avec la Russie, qui finalement portent une autre approche et condamnent cette intervention militaire américaine. Donc oui, à ce moment-là, les États membres de l'Union européenne sont divisés. Et là, en réalité, c'était un grand risque pour Javier Solana, pour le haut représentant, qui aurait effectivement
pu être disqualifié, devenir complètement impuissant, passer au second plan. Et il se trouve que Javier Solana est plus malin que ça. Alors il se positionne, mais il se positionne assez habilement pour éviter justement d'accroître les tensions, parce que lui n'a pas vocation à s'inscrire dans les divisions, parce que justement dans ce cas-là, il perdrait son autorité. Donc Javier Solana cherche à préserver son autorité. Il porte quand même certains principes du droit international qu'il rappelle, mais également il choisit à ce moment-là de rédiger cette stratégie européenne de sécurité pour ramener de l'unité dans un moment où les États membres sont divisés. Et ça va marcher. On parle de la diplomatie européenne aujourd'hui sur Euradio et de ses acteurs. Notre invité est docteur en sciences politiques, auteur d'une thèse sur le sujet, Florian Brunner. Alors le traité de Lisbonne en 2007, vous en avez rapidement parlé un peu plus tôt dans cette interview, crée le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. À part un nouveau nom, qu'est-ce que ça change concrètement pour la diplomatie européenne ? Ah oui, donc le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, c'est un nouveau nom, effectivement, via le traité de Lisbonne, mais ce n'est pas qu'un nouveau nom, c'est également une nouvelle réalité institutionnelle, parce que ça change complètement. Parce que Javier Solana, donc haut représentant pour la PESC et secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, ça on l'avait évoqué, eh bien ça change, puisque le nouveau format du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, c'est d'intégrer la Commission européenne en tant que vice-président, ce qui n'était pas le cas de Javier Solana, qui était en dehors de la Commission, c'est de présider le Conseil des affaires étrangères, qui réunit tous les ministres des affaires étrangères des États membres, présider ce Conseil des affaires étrangères au sein du Conseil de l'Union européenne, et c'est la fondation du SEAE, du Secrétariat européen pour les affaires étrangères. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est une nouvelle réalité de pouvoir, finalement, qui se pose pour le représentant, qui a beaucoup plus de leviers. Et donc, Catherine Ashton, lorsqu'elle commence son mandat en 2009, elle a beaucoup plus de leviers institutionnels que Javier Solana. Mais ce qui ne veut pas dire forcément que ce sera plus simple pour elle. Voilà. Parce que déjà, elle n'a pas la même expérience lorsqu'elle arrive, elle n'a pas le même prestige, elle n'a pas la même autorité, les mêmes compétences. Elle-même reconnaît qu'elle est assez fragile sur ce plan-là, elle le sait, elle le dit. Et donc finalement, en plus de cette problématique du CV, il y a aussi après toute la mise en place du service européen pour l'action extérieure, toute la mise en place finalement de ce SEAE, de ce système diplomatique particulier, de cette structure qu'il faut générer, dont le premier secrétaire général sera le français, le diplomate Pierre Vimont. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est un défi de taille. Et c'est un défi de taille, effectivement, pour Catherine Ashton, qui n'a pas vraiment d'expérience. Donc, à la fois, elle a cette problématique pour elle d'arriver en tant que novice, et en même temps, elle se retrouve face à un chantier institutionnel particulièrement lourd. Alors, en septembre 2016, Jean-Claude Juncker, qui est président de la Commission européenne à l'époque, appelle à ce que Federica Mogherini, qui devient après Catherine Ashton haut représentante aux affaires étrangères et à la politique de sécurité, devienne une ministre européenne des affaires étrangères. On est près de 10 ans après cette déclaration. Pourquoi finalement le haut représentant, la haute représentante, n'a pas réussi à devenir ce ministère des affaires étrangères que Jean-Claude Juncker appelait de ses voeux 10 ans en arrière? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait eu d'abord le projet constitutionnel qui a échoué, comme on sait bien. Par référendum en France, effectivement. Voilà, notamment en France, aux Pays-Bas, voilà. Donc, effectivement, ce projet constitutionnel n'a pas abouti. Mais dans ce projet constitutionnel, il y avait un projet de créer un ministre des Affaires étrangères pour l'Union européenne. C'était ça la dénomination, c'était un ministre des Affaires étrangères. Et ça devait être d'ailleurs Javier Solana. Mais comme le projet a échoué, on n'a pas pris cette voie-là. Mais du coup, finalement, dans le traité de Lisbonne, cette dimension institutionnelle a été reprise. On a juste changé le nom, on n'a pas repris le nom de ministre, mais de représentant, avec toutes les caractéristiques institutionnelles qu'on a énoncées déjà maintenant. Et donc, on est en réalité dans ce format. Et donc, en réalité, Jean-Claude Juncker ne fait que reprendre finalement l'idée originelle. Et dans ce contexte-là, pour Javier Solana, ça a été pour Javier Solana, ça a été finalement c'est l'expression quelque part d'une forme d'héritage.
Parce qu'il y a cette idée de Jean-Claude Juncker, qui est une reprise finalement de ce qui était prévu pour Javier Solana, parce que Javier Solana avait particulièrement accompli quand même son exercice malgré les limites, malgré les difficultés. Donc ça démontre qu'il y a un certain héritage qui se préserve. Même et après, malgré le fait que l'épisode Ashton a été un peu plus complexe, le poste, la fonction est restée convenablement en place. Et finalement, on arrive à Federica Mogherini, dans ce contexte-là, qui est en mandat depuis 2014, et en réalité, qui a aussi ce projet de stratégie globale, un nouveau document doctrinal, et finalement, on est dans une séquence qui peut être considérée comme effectivement plutôt favorable, où finalement, on appelle la haute représentante a confirmé cette orientation, finalement, de devenir une sorte de ministre des Affaires étrangères. Mais je vous l'accorde, c'est un peu confus. Alors, qu'est-ce que l'invasion russe en Ukraine, pour revenir sur les toutes dernières années, a changé très concrètement pour la diplomatie européenne et la manière dont elle se déploie aujourd'hui ? La tentative d'invasion en Ukraine, c'est un tournant pour la politique étrangère et de sécurité commune, pour l'action internationale de l'Union européenne. C'est un tournant parce qu'en réalité, les États membres avaient des difficultés pour, en réalité, déployer la politique étrangère et de sécurité commune par rapport à la Russie. Mais ils avaient des difficultés à se mettre d'accord sur la politique à mettre en œuvre par rapport à la Russie. La France avait une position particulière, si on repense à la période d'Emmanuel Macron. Les États d'Europe centrale et orientale en avaient une autre. Bon, et c'était assez complexe d'harmoniser l'ensemble. Et finalement, l'action militaire de la Russie en Ukraine va clarifier les éléments. Et ce qui va apparaître, c'est cette nécessité, finalement, pour l'Union européenne, d'intervenir en soutien à l'Ukraine et de déployer une capacité de coercition. Et là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le haut représentant Josep Borrell a un instrument décisif entre ses mains, qui est la Facilité européenne pour la paix, qui permettra de financer des livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est un outil très concret qui permet que l'Europe s'affirme diplomatiquement, selon vous, cette Facilité européenne pour la paix ? En effet, alors, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que j'en reviens à ce que vous disiez sur le ministre des Affaires étrangères et ce qu'on disait au début sur le ministre de la Défense. Parce que finalement, ce poste de haut représentant de Josep Borrell, c'est une sorte de fusion des deux. Borrell l'a dit lui-même, il a dit « je suis une sorte de ministre de la Défense », mais il fait aussi de la diplomatie. Donc effectivement, c'est une sorte de ministre de la Défense et des Affaires étrangères en même temps. Il a des leviers qui sont diplomatiques, le SEE, et il a des leviers qui sont plus coercitifs, la Facilité européenne pour la paix, par exemple. Et donc, il est dans ces deux aspects-là. Et ce qui va renforcer son autorité à Josep Borrell, c'est finalement la mise en œuvre d'un pouvoir exécutif interdépendant. Alors, pouvoir exécutif parce qu'il préside le Conseil des Affaires étrangères, qui rassemble tous les ministres des Affaires étrangères, maintenant des 27 États membres de l'Union. Il préside ce Conseil des Affaires étrangères, et c'est ce Conseil des Affaires étrangères qui décide du déploiement de la Facilité européenne pour la paix, à l'unanimité. Et sans cette unanimité, ce n'est pas possible. Et c'est là que c'est interdépendant, parce que Josep Borrell, il l'a fait pour la première tranche de 500 millions. Il a apporté cette proposition, mais il fallait ensuite que l'ensemble des États membres soient d'accord. Alors ça a été le cas, et c'est ce qui a permis à ce pouvoir exécutif interdépendant d'entrer en œuvre, et forcément que ça renforce la position du haut représentant sur la scène internationale. Et là, en ce début d'année, le regard de l'Europe est évidemment tourné vers les États-Unis, vers l'action extérieure de Donald Trump, avec cette capture du président vénézuélien, et puis la volonté, je le disais en début de l'interview, les velléités interventionnistes au niveau du Groenland. Comment cette diplomatie européenne aujourd'hui, face aux États-Unis, face à Donald Trump, peut vraiment exister ? C'est là qu'on voit finalement ce qu'a été l'angle mort de toute la construction doctrinale de la PESC et de la construction de la PESC. Si vous regardez notamment le dernier document doctrinal qui a été publié, la boussole stratégique de Josep Borrell, publié en 2022, si vous regardez ce document,
il reste finalement dans un format administration Biden, qui était l'administration en place à l'époque. Bon. Mais on pouvait déjà un peu anticiper que Trump risquait quand même de revenir au pouvoir. Et cette hypothèse n'est absolument pas abordée. Mais en réalité, la PESC, mais même l'ensemble des dirigeants de l'Union, que ce soit au niveau de la Commission européenne ou du Conseil européen, les dirigeants de l'Union ne se sont pas préparés à l'administration Trump. Ils ne l'envisagent pas vraiment dans les documents précédents. Ils ne travaillent pas sur cette hypothèse et ils ne préparent pas de scénario négatif. Donc ils ont été pris de court d'une certaine manière. Ah oui, je pense. Je pense qu'ils ont été pris de court et je pense qu'il y a un problème au niveau des dirigeants européens, c'est de prévoir ce que pourraient être des scénarios négatifs. En réalité, il y a toujours une tendance dans les documents de l'Union à toujours essayer de voir un peu, bon, ça peut se comprendre, mais de toujours essayer un peu de voir le positif et d'essayer de privilégier finalement le scénario qui sera positif. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et tout ce que vous mentionnez, ce qui est en train de se dérouler avec le Groenland, les pressions qui ont lieu, tout ça, ça n'a absolument pas été anticipé, et ce qui fait qu'on se retrouve dans cette situation où la diplomatie de l'Union européenne, l'action internationale de l'Union européenne apparaît comme désemparée. Donc la diplomatie européenne, d'une certaine manière, c'est ce que vous nous dites, Florian Brunner, manque parfois d'anticipation et c'est ce qui se voit actuellement effectivement dans cette nouvelle donne américaine, on va dire. Merci encore Florian Brunner d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Euradio. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et membre du groupement de recherche Eurolab. Encore merci et bonne journée. Merci à vous.